Nous avons avec nous donc le spécialiste Walter Rodney, c'est ça, qui a fait ta thèse de doctorat sur Walter Rodney. Oui, j'ai fait une thèse de doctorat de 2007 à 2010 sur Walter Rodney. La thèse a été publiée chez Présence africaine il y a quelques années. Alors c'est pas l'intégralité de la thèse que le travail universitaire et la publication sont différents dans le format. Dans la thèse, il y avait 707 pages. Et là, le livre, il en fait genre 200, 300, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dedans, j'ai mis dans d'autres ouvrages, dans d'autres articles. Et effectivement, j'ai eu la chance en fait d'être l'un des premiers chercheurs à travailler sur les archives de Walter Rodney qui ont été ouvertes en 2005 à l'Université d'Atlanta, à l'Université Clark. Et 2005, en fait, ça correspond au moment où Rodney est réhabilité. Donc à la fin, vous voyez le frère de Rodney qui dit qu'il a pu rentrer en Guyana qu'en 2005. Donc c'est à ce moment-là, les 25 ans, que la chape de plomb commence un peu à se lever et qu'on peut commencer en fait à parler de Rodney, à étudier, à comprendre ce qui s'est passé. Donc pendant 4-5 ans, ça a été mon principal centre d'intérêt. J'ai été en Tanzanie, j'ai été en Jamaïque, j'ai été un peu dans tous les endroits, en Guyana évidemment, où il a vécu et travaillé. J'ai rencontré pas mal de personnes aussi de cette génération. Voilà, alors certains sont devenus ministres, même premiers ministres comme Ralph Gonsalves, qui est premier ministre de Saint-Vincent et Grenadines, qui est un étudiant de Walter Rodney. Et voilà, et du coup ça m'a aussi amené à travailler sur les thématiques afférentes. Et donc la question du panafricanisme qui explique aussi un peu pourquoi j'interviens sur beaucoup de films. C'est-à-dire qu'en fait c'est une grille d'analyse qui permet de lire de manière transversale l'histoire avec une analyse comparée des différentes situations des mondes noirs, des mondes africains. Voilà, donc voilà. Le petit déclic qui m'a fait découvrir Walter Rodney, c'est que dans les années 2000, je travaillais en sociologie des religions. Et donc je m'intéressais en fait à la manière dont les communautés caribéennes de Londres traitaient les maladies graves type cancer et en fait développaient des espérances de vie qui dépassaient les prévisions médicales grâce à des formes de spiritualité, de pratiques de vie, de live IT, etc. Donc je suis parti en Angleterre et en discutant avec des gens de la communauté Rasta, le nom de Walter Rodney revenait régulièrement. Et donc je l'ai d'abord découvert par un petit livre qui s'appelle Groundings with My Brothers, qui est le compte-rendu des conférences qu'il donnait en Jamaïque, qui étaient des conférences donc, dans le ghetto avec les Rastas, qui ensuite, lorsqu'il est expulsé de Jamaïque, alors il y a un flou dans le documentaire, il y a des passages un peu en ellipse. Quand il est expulsé de Jamaïque, il part en fait à Cuba. Alors il y a un manuscrit qu'il aurait perdu à Cuba que moi j'ai pas réussi à retrouver. Et ensuite il arrive en Angleterre, et en Angleterre il montre les textes des conférences qu'il avait faites. Et il les montre à des camarades qui disent mais c'est super ces conférences, il faut qu'on en fasse un livre. Et donc ils vont faire du porte-à-porte dans la communauté caribéenne de Londres pour financer la publication de ce livre, qui sera le premier ouvrage de la première maison d'édition caribéenne de Grande-Bretagne, qui s'appelle Bogle l'Ouverture Publication. Donc Bogle pour Paul Bogle, qui est un résistant jamaïcain anti-esclavagiste, et l'ouverture pour Toussaint l'Ouverture. Et voilà, donc il y a aussi tout un ensemble de stratégies éditoriales derrière les livres de Rodney. Voilà, donc moi j'ai fait une thèse qui à la fois interroge le personnage et qui surtout, alors on n'en parle pas beaucoup en fait dans le film, mais qui surtout analyse ses écrits. Donc on explique au début qu'il a écrit 9 livres et une cinquantaine d'articles, etc. Mais dans son travail, il y a énormément de choses très passionnantes, très riches et sous-exploitées. Et effectivement, comment l'Europe se développe en Afrique. Et le livre phare est le seul qui a été traduit en français. Voilà. Et donc après, il y a effectivement la biographie que j'ai écrite tirée de ma thèse de doctorat. Voilà. On parle beaucoup du parcours de vie de Rodney, mais en voyant le film, moi j'ai lu ces deux ouvrages-là, j'ai l'impression qu'on ne prend pas la mesure de l'importance, de l'envergure du personnage et l'impact,
les leaders qu'il a pu rencontrer et l'impact qu'il a pu avoir sur les luttes de son époque. Alors oui, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que selon les endroits où j'ai été, on n'a pas la même lecture du personnage. Par exemple, quand on va en Jamaïque, c'est vraiment le gars qui était avec les Rastas, qui développait l'importance d'enseigner l'histoire de l'Afrique, de parler des langues africaines, etc. Quand on va en Guyana, c'est plutôt l'opposant politique, historien mais militant politique, qui justement mettait en avant la classe au-dessus de la race. Donc c'est ce fameux débat race and classe. Quand on va en Angleterre, c'est plutôt un personnage de l'éducation populaire, voilà, qui est, voilà, il représente un peu cette jeunesse caribéenne de Londres qui, dans les années 60, se battait contre les skinheads, qui militait contre l'apartheid, etc. Et quand on va en Tanzanie, c'est plutôt l'historien marxiste engagé avec les mouvements de libération africains. Et quand on va aux États-Unis, où il a eu plusieurs petits passages, ben c'est l'un des théoriciens du Black Power au même niveau que Stokely Carmichael et d'autres. Donc en fait, selon l'endroit où on se trouve, la lecture du personnage est différente. Pareil, selon les bibliothèques où l'on va, ces livres ne sont pas classés dans les mêmes départements. Vous pouvez trouver ces livres dans les rayons d'histoire. Parfois, vous allez les trouver dans les rayons de Black Studies, parfois en sciences politiques et parfois en anthropologie, notamment anthropologie du développement, puisque son livre Comment l'Europe se développa l'Afrique est en fait un mélange d'histoire, de sciences politiques, d'anthropologie et d'économie. Et donc, c'était un des premiers historiens qui en fait a estimé qu'il fallait casser les frontières disciplinaires entre l'histoire, la science politique et l'économie, parce que on associait généralement ces trois disciplines à des rôles différents. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des disciplines qui est un peu problématique, c'est-à-dire que généralement, même encore aujourd'hui, quand un économiste parle, tout le monde le prend plus au sérieux que quand un historien parle. Alors qu'il n'y a pas de raison de penser que l'économie est plus importante que l'histoire. On va maintenir l'histoire dans une étude du passé sans montrer en fait que cette étude du passé est là des conséquences au présent. Et donc Rodney, en fait, dans son travail de dynamitage justement des frontières disciplinaires, ben, il met en avant ces éléments-là en disant que l'historien, ben, il est aussi dans le temps présent et il ne doit pas être, maintenu dans l'étude des momies, des sarcophages, etc. Il faut vraiment qu'il étudie aussi l'histoire au temps présent. Et pareil, il y a eu des débats avec Stokely Carmichael, des débats très intéressants sur pas mal de choses, que lui, il est sur une ligne qui est sur celle des dynamiques sociales. Et dans les années 60-70, l'histoire est la discipline la plus importante. C'est la discipline la plus réclamée par les étudiants noirs. Ils veulent de l'histoire africaine. C'est vraiment, plébiscité. Et donc il y a des débats sur quel type d'histoire africaine on doit enseigner aux jeunes. Et donc il y a ceux qui disent il faut qu'on enseigne les pharaons, les grands rois, les reines, etc. Et Rodney, lui, il est sur une autre position en disant qu'il faut plutôt qu'on enseigne en fait les dynamiques sociales de ces sociétés-là, plutôt que l'histoire des élites de l'époque. Il faut plutôt qu'on comprenne comment les peuples vivaient dans les grands royaumes africains, plutôt que juste étudier, voilà, il y a eu tel roi, après tel autre roi, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment le parti pris d'une histoire sociale qui s'inscrit précisément dans les luttes de libération, puisque quand il était également engagé en Tanzanie, eh bien, il avait aussi une continuité pratique et concrète avec la lutte, puisqu'en fait, dans les archives, vous voyez des moments où il doit toucher, je ne sais pas, $500 de droits d'auteur, et il dit très clairement, c'est $500 qui vont servir en fait à acheter des munitions, des Kalachnikov pour les Freedom Fighters. Donc c'est vraiment une époque où les intellectuels s'inscrivaient dans des logiques de guérilla avec les mouvements de libération et connectaient vraiment la théorie et la pratique. Pareil en Guyana, en 1974, on lui interdit de venir enseigner en Guyana alors que le poste lui était promis. Et en fait, la stratégie du gouvernement de la Guyana, c'était de dire ce gars-là, il est ultra brillant, il va aller à Harvard, à Londres, etc., tout ça, parce qu'il est ultra brillant.
Et manque de peau, Rodney décide en fait de rester en Guyana, alors qu'il aurait pu enseigner dans n'importe quelle grande université du monde. Et il commence en fait à faire des cours devant chez lui et ensuite à aller donner des cours sur le lieu où les gens travaillent. C'est-à-dire que comme en Tanzanie, en fait, il va dans les champs, il va dans les usines et il explique aux travailleurs les raisons qui font qu'ils travaillent dans les champs de sucre ou les mines de bauxite. Et donc il donne en fait à ces travailleurs-là une conscience de classe qui tend en fait à abolir justement la division raciale entre les Noirs et les Indiens en Guyana, donc pas très loin, qui est un pays vraiment très particulier où la majorité de la population est effectivement d'origine indienne. Et donc il fait tous ces travaux, je dirais, qui sont importants parce que il montre aussi que le racisme est une construction sociale et que par conséquent, pour lutter contre le racisme, il faut créer un mouvement social. La lutte contre le racisme est un mouvement social et donc il faut qu'à l'intérieur des mouvements sociaux, le racisme en soit expulsé. Et donc il met vraiment en avant la question des travailleurs. C'est pour ça qu'il rejoint donc ce parti un peu, atypique, le Working People Alliance, l'Alliance des travailleurs, qui vise vraiment à faire en sorte que ceux qui produisent les richesses soient ceux qui décident de ce qu'on fait des richesses, tout simplement. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement riche, extrêmement fécond. Il y a énormément de choses à dire sur lui. Et c'est vraiment scandaleux qu'il ne soit pas davantage connu. Et d'ailleurs, un des éléments qui fait que je me suis motivé pour faire une thèse, c'est que quand j'ai rencontré effectivement l'une de ses filles, elle m'a dit on a l'impression que papa il est mort pour rien, etc. Et donc à l'époque c'était en 2005. Et là on est en 2025, on est 20 ans plus tard. Et ça fait plaisir de voir qu'il commence un peu à être connu, à être un peu traduit, qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Voilà, on se dit que les choses bougent un peu. Voilà. Merci. Alors, tout à l'heure, on a eu 2 interventions visant à dire que le peuple français doit faire pression sur l'État français pour arrêter les colonisations, les injustices, etc. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Hamzat, l'agent double, Smith, qu'est-ce qu'il a fait après l'assassinat, où il a été, etc. Alors oui, en fait le Working People Alliance, à la fin des années 70, il y a une situation insurrectionnelle en Guyana. Donc vous avez compris qu'il y a un président noir, Forbes Burnham, qui se dit socialiste, qui se dit lié au mouvement des non-alignés, etc. Et à la fin des années 70, l'opposition est de plus en plus forte et elle a besoin de s'organiser. Et donc on est dans les années 70 pour s'organiser. Bon, aujourd'hui c'est des portables, etc. Mais à l'époque c'est des talkie-walkie. Voilà, donc il faut des talkie-walkie pour communiquer, pour organiser des rassemblements, pour mener le mouvement en marche. Et Rodney est sollicité, enfin il y a un agent du parti qui en fait est un agent des forces de sécurité de la Guyana qui est infiltré dans le parti, comme il y en avait d'autres, qui propose effectivement de livrer des talkie-walkie au parti de Walter Rodney. Et donc effectivement, donc un soir avec son frère, ils vont chercher les talkie-walkie. Alors déjà là, il y a un premier problème, il y a Cedar James qui explique que dans un vrai parti politique, on n'aurait jamais laissé quelqu'un d'aussi important que Rodney aller faire ce genre de travail, de vérifier si le talkie-walkie marche. En gros, il fallait envoyer quelqu'un, entre guillemets, subalterne. Mais la particularité de ce parti, de WPA, c'est que c'est un parti sans hiérarchie. Et donc n'importe qui peut faire n'importe quoi. Voilà. Et donc voilà, ça aussi c'est très important, c'est vraiment l'idée que tout le monde peut faire tout. Et Rodney, donc avec son frère, donc, il teste le talkie-walkie qui était donc en fait une bombe, un colis piégé. Il meurt dans les circonstances qui ont été indiquées dans le film, sur lesquelles il y a encore quelques zones d'ombre. Bon, moi aussi j'ai essayé de faire ma petite enquête, tout ça, bon, c'est pas évident. Et donc Gregory Smith, dans la nuit du 13 juin, il est exfiltré et débarqué à Cayenne. Voilà. Donc il est arrivé ici à Cayenne dans la nuit du 13 au 14 juin 1980.
couvert par les autorités françaises, puisque après j'ai découvert, en tout cas ça a été établi qu'il a pris une nouvelle identité. La France a constamment refusé les demandes d'extradition. Alors l'argument de la France, c'était d'utiliser le fait que la Guyana applique encore la peine de mort. Et effectivement, la France n'expate pas vers les pays où est pratiquée la peine de mort. Mais là, en fait, il y avait quand même un petit souci parce qu'il y aurait pu aussi tout aussi bien avoir des juges qui se déplacent ici pour l'entendre. Et donc moi, j'ai travaillé un peu sur les archives. Et en fait, le truc a été bloqué en 92-93, quand il y a eu une passation de service entre Roland Dumas et Alain Juppé. Ils ont vraiment bloqué le truc en disant ce truc-là, on ne touche pas, quoi. Et on sait de toute façon, vu la technologie de l'assassinat de Rodney, c'est une technologie qui à l'époque n'était utilisée que par quelques pays, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et Israël. Voilà, c'était les 4 pays qui avaient ce type de technologie-là. Donc c'est l'un des 4 pays qui a fourni la technologie qui a permis l'assassinat de Rodney. Voilà, et dans les 4 pays, il y a évidemment des liens avec l'engagement que Rodney avait, puisque Rodney a été de ces intellectuels qui se sont engagés sur la question palestinienne, par exemple. Donc Gregory Smith est exfiltré ici. Alors, il serait mort en 2002 d'un cancer. Voilà, il serait mort. Après, il y a eu des rumeurs qui avaient l'air de dire que, voilà, on ne sait pas exactement, mais il serait mort. Voilà. Avant de mourir, en tout cas de disparaître, il a publié, en tout cas il y a quelque chose qui a été publié comme étant entre guillemets sa version des faits, où évidemment il se dédouane, mais on a du mal à comprendre comment il a pu atterrir en fait à Cayenne aussi rapidement. Voilà, voilà, donc il y a un petit souci à ce niveau-là. Alors moi quand j'étais en Guyana, j'ai eu pas mal de problèmes, je dois vous l'avouer. Puisque dès que je suis arrivé, on m'a très vite fait comprendre que la Guyana, c'est le seul territoire où il n'y a pas d'ambassade de France en Amérique du Sud. Et que donc, voilà, qu'il fallait que je fasse attention. Moi, ça m'a plutôt rassuré, parce que généralement, un pays où il n'y a pas d'ambassade de France, bon, voilà. Par rapport à ce sur quoi je travaille, ça me rassure plutôt. Mais c'était quand même un peu compliqué. Voilà, et Rodney, enfin, j'ai dû suivre aussi des chemins qu'il a suivis, puisque l'un des éléments qui, je pense, a déclenché son assassinat, parce qu'il y avait déjà enfin, le projet était déjà discuté, mais les autorités de la Guyana disaient non, nous on ne fait pas ça, on est civilisé, on n'assassine pas nos gens, etc. Mais en fait, il y a eu en mai 1980 un voyage de Rodney où il était sous résidence surveillée. En fait, il est sorti du pays en passant par le Suriname, puis par Amsterdam. Puis de Amsterdam, il a pris un vol pour aller à Harare, au Zimbabwe, où il a été reçu avec les honneurs par Robert Mugabe. Et donc le président Burnham, qui lui avait été un mois plus tôt à l'indépendance du Zimbabwe, où il y avait eu le fameux concert de Bob Marley, mais qui n'avait pas été reçu par Mugabe, apprend dans la presse que le gars qui pensait être en résidence surveillée est reçu avec les honneurs au Zimbabwe. Et donc en fait, quand Rodney revient, bah, c'est compliqué. Et donc effectivement, il a été, comment dire, il a été éliminé dans ce contexte-là. Et Gregory Smith aussi a été l'agent qui a permis, entre guillemets, cet assassinat-là. Bon, pareil, il y a eu pas mal d'autres trucs. On fait des références à l'Irlande et comment dire, à toute l'enquête post-mortem. Donc là aussi, le gouvernement de la Guyana a fait venir un médecin légiste britannique, dont après, on a découvert qu'il était spécialiste des faux certificats de décès vis-à-vis notamment des militants irlandais de l'Irak. Voilà, donc il y a vraiment toute une machine. Quand on vous montre des services de police coloniaux britanniques, il y a aussi derrière les services de médecine légale et légiste qui en fait, comment dire, maquillent des assassinats, des accidents ou d'autres choses, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir. Je me présente, Monsieur Linguet.
Écoutez, j'ai juste une question. Vous vous trouvez en Guyane et vous avez parlé de Gregory Smith, qui effectivement, bon, moi j'ai une connaissance. Je connais quelqu'un qui habite en Guyane, qui est arrivé au Guyana juste après l'assassinat de Walter Rodney, en fait, et qui y est encore et qui y habite, et qui a une autre version des faits. Parce que selon lui, vous parlez d'un assassinat, et selon lui, ce serait autre chose. Alors bien sûr, il est décédé, donc les preuves devraient être difficiles à élucider, mais effectivement, il faisait savoir que Gregory Smith était en Guyane à l'époque. Donc lui confirme que Gregory Smith se trouve en Guyane. Par contre, sur la partie de l'assassinat, cette personne, semblerait, qui était assez proche de Walter Rodney, du fait qu'ils aient grandi ensemble quand ils étaient plus petits, me relatait les faits en me disant que la veille de l'explosion, Walter Rodney était venu le voir pour lui demander de préparer une horlogerie, en fait, pour une bombe. Et que selon lui, c'est un accident. Voilà, tout simplement. Et cette personne, bon, je ne vais pas nommer son nom parce qu'elle n'est pas là et ne m'a pas autorisé à le faire, mais je sais que c'est quelqu'un qui, manifestement, était assez proche de Walter Rodney depuis l'enfance. Il a grandi avec lui et il m'a effectivement parlé des travaux que Walter Rodney avait engagés en partant en Jamaïque, Cuba, tout ça. Et quand il est revenu en Guyane, il est revenu parce qu'il a été pourchassé en fait par la police brutalement, puisqu'il a reçu un coup de baïonnette au bras. Et depuis, bon, il est là et il a une autre version. Il était parti au Guyana il y a quelques mois ou peut-être 2 ans de ça, justement pour participer à l'élucidation de ce problème où lui, il avait une autre version des faits où manifestement, il n'est pas entendu, tout simplement. Voilà. En fait, c'était la version entendue, parce que la version officielle, c'est exactement celle que vous venez de dire. La version officielle, c'est Walter Rodney a été tué par sa propre bombe qu'il voulait lancer contre le mur de la prison. Sauf que cette version officielle ne tient pas parce que les communiqués du gouvernement de la Guyana étaient contraires aux circonstances réelles de la mort de Rodney. Donc du coup, il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'on a une version officielle. C'est pour ça qu'il y a tout ce passage sur le lieu de l'explosion, les rues, etc., tout ça. C'est-à-dire que la version préécrite de l'assassinat ne correspond pas, et qui est sortie, qui a été publiée après les faits, ne correspond pas à la manière dont les faits se sont passés. Ce qui veut bien dire que ça avait déjà été prévu avant, mais ça ne s'est pas passé exactement de cette manière-là. Quand on dit que le document il est à la tête, donc ce qui était vraiment prévu, c'est que sa tête soit arrachée et qu'il soit méconnaissable. Or, ça n'a pas du tout été le cas, et ça a beaucoup embêté le gouvernement parce que tout était écrit pour dire que c'était un corps non identifiable. Or, le corps de Rodney, enfin, c'était clairement identifiable. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, d'éléments qui montrent qu'effectivement, il y avait cette version qui était celle prévue par le gouvernement, mais que dans les faits, ça ne s'est pas passé de la manière dont le gouvernement l'avait dit, ce qui montre qu'eux avaient déjà établi leur scénario, mais ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et c'est pour ça qu'après, il y a cette demande d'enquête plus approfondie, de commission d'enquête, qui est encore toute une autre histoire sur laquelle je ne vais pas rentrer. Mais effectivement, Gregory Smith, il a été au bout du scénario qui lui était demandé d'une certaine manière. Oui, le film est intéressant, enfin le documentaire. Il y a quand même parfois des éléments qui peuvent introduire des confusions dans nos têtes. Savoir que le contexte politique du Guyana depuis les années 60, et avec la prédominance du parti de Jagan, PPP, puis la scission qui est faite, où on retrouve Borla, mais qui devient finalement Premier ministre, ce sont les deux des partis qui sont d'obédience socialiste et marxiste. Rodney, on ne peut pas dire qu'il était capitaliste, il était lui-même aussi marxisant. Donc on a affaire là à trois entités politiques, le PPP, WPA et le PNC, qui sont tous les trois dans une mouvance marxiste-léniniste ou socialiste, coopérativiste. Et voilà, parce que entre autres, le Guyana à l'époque devient une république coopérative. Où là on nationalise, étatise, on va dire, plutôt toute l'économie, avec une forte composante raciale. Bon, au cas où si les gens n'avaient pas compris, or il se trouve qu'on a un peu l'impression que si Rodney est assassiné, c'est
à la fois parce que il est un peu trop rouge, mais à la fois aussi parce il a cette composante panafricaniste, etc. Or, Burnham était pro-noir. Son parti était les gens qui votaient pour le PNC jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était exclusivement pratiquement la communauté afro-guyanaise. Et de plus, on ne peut pas dire que Burnham était un suppôt du capitalisme occidental. Après, dans l'ombre, il peut y avoir des espèces d'alliances, on connaît tout ça. Mais je veux dire, dans les faits, la politique menée par Burnham est certes, on peut qualifier ça de totalitaire, et autoritaire aussi, mais elle est en tout cas plus socialiste que capitaliste. Or, dans le film, on a l'impression qu'à un moment donné, René devient un peu gênant parce qu'il est à la fois activiste panafricaniste et aussi marxiste. Est-ce que vous pourriez éventuellement préciser ces points-là? Oui, alors tout à fait. Alors je pense qu'il y a plusieurs points. Déjà, être pro-noir, c'est pas forcément positif. Duvalier était pro-noir. Oui, effectivement. Voilà, Rodney, en 1974, il est à Dar es Salaam, il y a le 6e congrès panafricain, et il a prévu un texte en attaquant très clairement Duvalier, Senghor, Négritude, etc., qui sont pro-noirs, mais ils sont totalement à l'ouest des choses. Et la Guyana n'est pas un pays où il n'y a que des noirs. Il y a quand même une majorité de la population qui est indienne, et pour Rodney, ce n'est pas une question de race, c'est une question de classe. Donc construire un pouvoir sur le fait d'être pro-noir, c'est totalement contraire à l'idée socialiste. Voilà, c'est totalement contraire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que Burnham nationalise effectivement l'économie des industries, etc. Alors, dans notre conception un peu bébête des choses, quand on entend nationalisation, on pense que c'est du socialisme, etc., parce que ce n'est pas de la privatisation. Mais là, en fait, il s'agit de faire de l'État le premier employeur effectivement du pays et de développer une forme de clientélisme où vous ne pouvez pas avoir un emploi si vous n'êtes pas noir ou affilié au parti pro-noir de Burnham. Donc c'est quelque chose qui est totalement néocolonial, et ce que Rodney en fait démontrait, c'est que c'était une supercherie de socialisme d'une certaine manière. Donc il y avait ces deux éléments-là. Le troisième élément, c'est qu'en Guyana, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu le fameux massacre de Johnstone. C'est le Far West, quoi. C'était vraiment totalement ouvert à toutes sortes de dérives. C'est un état policier où on avait, c'est un pays de 800 000 habitants, donc vous avez à peu près en moyenne un agent des forces de sécurité ou de l'armée ou de la police pour 40 habitants. Voilà. Pour 40 habitants, vous avez une personne qui représente une force de sécurité. Donc il y avait toutes ces questions qui posaient problème, et surtout au niveau du positionnement international. Effectivement, Burnham, la Guyana a accueilli à un moment le mouvement des non-alignés, etc., tout ce discours-là, qui en fait était une manière de paraître à l'international comme étant un pays sur la ligne anti-impérialiste, alors qu'en réalité, ça n'était pas du tout au niveau de la politique nationale. Donc, Rodney, quand il combat ce régime-là, il le fait vraiment sur, la volonté de construire une nation non discriminante et qui tienne compte vraiment de l'héritage de toutes les couches sociales de la population. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, et c'est l'un des rares historiens qui l'ait fait, il écrit des livres pour enfants. Il écrit une compilation de 5 livres pour enfants, Kofi Out of Africa, Hendrik Out of Holland, etc. En fait, il prend les 5 communautés les plus importantes de la Guyana, africains, indiens, chinois, portugais et hollandais. Donc les 5 communautés les plus importantes à ce moment-là, avec des histoires pour enfants pour expliquer aux enfants de la Guyana, à la jeunesse de la Guyana, en quoi ce territoire-là doit constituer une nation et ne doit pas diviser les communautés les unes par rapport aux autres. Donc il est vraiment sur une ligne totalement différente justement de cette fameuse division
raciale introduite à ce moment-là, même si après les choses sont un peu plus compliquées par la suite. Et pareil sur la question du Black Power, il est sur une ligne différente de Stokely Carmichael. C'est d'ailleurs un des débats qu'ils ont lors des rencontres à Montréal, où notamment il y a ce fameux moment où l'amphi est plein et il y a des noirs debout. Et Stokely Carmichael dit à tous les blancs qui sont assis, levez-vous et cédez votre place à des noirs pour qu'ils puissent s'asseoir. Et Rodney, lui, était sur une autre position parce qu'il avait une ligne internationaliste, je dirais, un peu plus directement dans la continuité de là où Malcolm X s'est arrêté. Et Rodney disait qu'il faut d'abord que nous nous adressions d'abord à nous-mêmes en tant que Noirs, aux différentes parties du monde noir qui existent, que nous aidions chaque partie du monde noir à comprendre sa situation. Et une fois que nous avons fait le panorama de nos différentes situations, les Noirs en Guyane, au Brésil, aux États-Unis, en Afrique, etc., on peut présenter cette situation au reste des forces internationalistes et progressistes. Et si ces gens-là sont sérieux, ils la prendront sérieusement et ils seront nos alliés. Alors que de l'autre côté, l'autre approche, c'était de dire il faut qu'on montre aux Blancs qu'on a aussi une grande histoire, qu'on a des rois, des reines, etc. Et comme ça, ils nous rejoindront. Et Rodney disait non, c'est pas en disant à des Blancs que nous aussi on a une histoire que ces gens-là vont nous rejoindre. C'est en étant clair sur nos luttes, en étant clair sur nos objectifs, qu'on peut dresser des alliances politiques pour avancer contre le capitalisme, qui est vraiment le système prédominant, puisque la question de l'esclavage est certes justifiée a posteriori par le racisme, mais l'objectif de l'esclavage, c'est pas tant de produire du racisme, c'est de produire du café, du tabac, du coton, etc., c'est-à-dire de l'argent du capitalisme. Et c'est ça qu'il faut abattre. Oui. Justement, sur le manque de réaction au niveau international après l'assassinat de Rodney, parce que la République coopérative Guyana a effectivement eu une part active dans le mouvement des non-alignés, mais Georgetown, sa capitale, c'est également le siège du CARICOM. Et à l'époque, il y avait un certain nombre de pays progressistes au sein du CARICOM, et on les a très peu entendus protester contre cet assassinat politique. Et la deuxième question, moi j'aurais aimé savoir pourquoi la France a couvert cet assassinat en accueillant la personne qui est le principal mis en cause, en tout cas le livreur de Tokiwoki, alors que généralement la France a tous les maux du monde à faire accepter par la République coopérative Guyana, les criminels du Guyana qui séjournent en Guyane et qui ont fait peine ne peuvent plus retourner au Guyana parce qu'ils n'ont pas de laissez-passer diplomatique et qu'ils ont brûlé leur passeport ou jeté le passeport de le marronnier en arrivant à Cayenne. Donc ils accueillent et protègent un criminel alors que les Georgetoniens refusent de recevoir après l'exécution de leur peine les criminels qui séjournent en Guyane. Donc il y a une incompréhension, sauf s'il y a une internationale du colonialisme avec l'Empire britannique, les États-Unis et la France, et qui se protègent et protègent leurs intérêts les uns les autres. Je veux bien avoir des réponses. Merci. Oui, alors en 1974, il y a le 6e congrès panafricain. Alors les 5 premiers congrès panafricains, ils ont lieu dans la diaspora, Londres, Manchester, Paris, New York, Lisbonne, Bruxelles, etc. Le 6e congrès panafricain, c'est le premier congrès panafricain qui a lieu en Afrique, à Dar es Salaam, où vit Walter Rodney. Et il y a quelque chose de très important qui se passe à ce moment-là, c'est que les États africains, les gouvernements africains, décident d'envoyer des délégations lors de ce congrès panafricain. Donc c'est la première fois qu'on a des délégations étatiques qui viennent à ce congrès panafricain. Et les États de la Caraïbe, parce que la Caraïbe c'est le lieu de naissance du panafricanisme, c'est dans la Caraïbe, décident aussi d'envoyer des délégations officielles, gouvernementales, à ce congrès panafricain. Ce qui pose un problème parce que ce sont des États qui répriment le mouvement panafricain, ce sont des États qui pourchassent les Rastafari, et ce sont des États qui envoient des délégations officielles en disant « c'est nous les panafricains ».
Et donc Rodney, quand il voit ce truc qui est en train de se préparer, il prépare un texte incendiaire où il allume véritablement un certain nombre de gouvernements qu'il cite nommément, à tel point que les gens lui disent « Walter, tu ne peux pas sortir ce texte-là parce que ça va être la guerre intersidérale entre les diasporas, l'Afrique, etc. » Et comme par hasard, Walter Rodney tombe gravement malade avant ce congrès-là, donc il ne peut pas y participer, alors que le texte, c'est le texte le plus puissant que j'ai jamais lu sur... voilà, c'est vraiment un truc... ça s'appelle « Vers le 6e congrès panafricain, aspect de la lutte des classes internationales en Afrique, aux Amériques et dans la Caraïbe ». C'est vraiment un texte très important et très puissant. Et donc à ce moment-là, il est évacué, d'abord aux États-Unis. Très rapidement, on constate que Rodney a été évacué dans l'hôpital où Frantz Fanon est décédé. Donc les amis de Rodney prennent tous la voiture, ils vont tous à Washington, ils vont le chercher. Ils le sortent de là et l'amènent chez un ami qui est à Atlanta. Et donc ça, en fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que les pays de la Caraïbe, vous avez bien vu, hein, ils ont tous blacklisté Rodney. Elle explique, dans tous les aéroports où on passait, on était arrêtés. Ils sont dans le giron américain, en dehors de Cuba. Ils suivent les ordres de la CIA, ils sont liés au MI5, ils suivent les renseignements occidentaux. Et dans tous ces pays-là, à l'exception un petit peu de la Barbade, où la veuve de Rodney et ses enfants iront ensuite s'installer pendant quelques années, et un petit peu à un moment de la Jamaïque sous Manley, c'est très compliqué d'avoir un appui aux forces réellement progressistes, parce que ces forces progressistes à l'international sont souvent une opposition aux régimes locaux inféodés à l'ordre néolibéral du FMI, de la Banque mondiale, de Washington, etc. Donc il y a des contradictions que les États africains et caribéens n'arrivent pas à tenir sur ces questions panafricaines. Donc il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de mobilisation, il y a un communiqué de la CARICOM, on va dire classique, mais il n'y a pas eu de mobilisation à ce niveau-là. Il y a eu des mobilisations dans les amis et les contacts de Rodney, qui avaient énormément de réseaux. Il y a eu des demandes d'enquête internationale, Amnesty International, etc., tout ça, mais tout a bloqué parce qu'effectivement, une partie de la clé de l'enquête se trouvait ici à Cayenne. Et pourquoi la France a ouvert, comme je disais, c'est pas la première fois que la France couvre des personnes qui sont recherchées pour avoir mouillé dans ce genre d'acte. Voilà, j'ai pas là concrètement parlant de preuves établissant les motifs pour lesquels la France a agi ainsi. Mais on peut penser en tout cas qu'elle n'a pas voulu collaborer avec des éléments d'information, de vérité concernant cet assassinat-là, qui encore une fois ne concerne pas que la Guyane, il y a des ramifications à d'autres niveaux. Alors, on peut faire le parallèle avec Malcolm X. En fait, lors d'un de ses derniers voyages, Malcolm X est interdit, je vais conclure, interdit de rentrer à Paris, à Charles de Gaulle, on le bloque, parce que probablement les services français avaient des informations qu'il y avait quelque chose qui se préparait par rapport à ce gars-là. Soit il fallait qu'il aille vers son destin funeste, soit il y a un truc qui l'attendait à Paris qui n'était pas clair, sachant qu'à Paris, il y a aussi beaucoup d'opposants, Mehdi Ben Barka et d'autres, qui ont été éliminés à Paris avec des complicités directes ou indirectes de l'État français. Donc ça, j'en parle dans le gros livre que j'ai co-dirigé, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, qui est en fait le parallélisme de tout ce qu'on a vu sur les renseignements britanniques dans l'Empire colonial de l'époque. Voilà. Merci beaucoup Hamzat. Malheureusement le temps file, donc je vais vous demander d'applaudir Hamzat pour cette intervention. Et n'oubliez pas de voter.